Alors, après un exposé que j'ai pu faire il y a 2 jours, ici même, sur la lutte des classes entre 1900, enfin dans les années 1930 en France, un entretien va poursuivre un petit peu ce cheminement. J'ai la chance aujourd'hui et le bonheur d'interviewer Francine Boll, qui, après un doctorat présenté en 2013 à l'Université de Bruxelles sur l'histoire du syndicalisme en Belgique dans la première moitié du XXe siècle, a été élu, désigné, je sais qu'en France on parle d'élection, donc on parle de titularisation, voilà, comme maître de conférence dans la même université, où elle coordonne à côté de ses enseignements l'Institut Marcel Lippmann. Elle est membre en outre du Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches. Je vais l'interviewer ici même donc sur l'histoire du syndicalisme révolutionnaire en Belgique pendant une période qui couvre pratiquement, je dirais, un siècle. En gros, ce sont des dates tout à fait rondes, bien entendu, en gros entre 1840 et le milieu des années 30 du XXe siècle. Et nous avons convenu tous les deux de suivre un plan pour ces questions qui rejoint en fait un exposé que Francine a pu faire il y a juste un mois, c'était le 21 février, devant, comment dirais-je, organisé, dans un exposé organisé par Alternative Libertaire, mais il y avait peut-être un autre groupe aussi ce jour-là ? Non, voilà, donc à Bruxelles même. Alors, première question, Francine, que je vais te poser, c'est pourquoi avoir choisi tout d'abord ce sujet ? Puisqu'au fond, un historien ou une historienne, quand il démarre une recherche, évidemment, un intérêt particulier pour ce sujet, donc on ne choisit pas par hasard un sujet, mais il y a aussi des raisons, je dirais, de type historiographique, des raisons épistémologiques liées aux sources aussi qui se posent. Tout à fait. Donc tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis enchantée de pouvoir évoquer mes recherches ici, dans ce cadre. Donc l'intérêt de ce sujet, évidemment, on sait bien que l'historien choisit son histoire. Il choisit son histoire en fonction des préoccupations de son époque, mais aussi certainement de ses préoccupations propres. Et voilà, un titre tout à fait personnel. Cette histoire ouvrière m'intéressait au plus haut point. Je viens d'une famille ouvrière, donc, enfin mix on va dire. Ma mère était employée, mon père ouvrier. Et j'ai aussi des grands-parents qui étaient donc militants. Hein. Mon grand-père était anarcho-syndicaliste, et du côté, ça c'est du côté maternel, et du côté paternel, mon grand-père, lui, était chauffeur de locomotive, et il était donc en France affilié au PC local. Donc voilà, donc c'est une histoire aussi familiale qui m'intéressait donc de parcourir, et voilà, étant jeune, j'avais un certain engagement politique par rapport aux dominés, aux exploités, etc. Et ça m'intéressait de creuser toute cette histoire. Et donc, je me suis très tôt intéressée à l'histoire ouvrière. Et donc, avant ma thèse, j'ai fait mon mémoire aussi sur des questions syndicales. Et alors, je crois que sur le plan historiographique, c'est un petit peu pas un trou noir, j'allais dire. Il y avait des travaux, mais c'était un sujet qu'il convenait encore d'explorer. Voilà, effectivement, donc au niveau de l'historiographie existante du mouvement ouvrier, elle présentait ce défaut, on va dire, d'avoir été, enfin au niveau en tout cas de la discipline scientifique, d'avoir été écrite, donc cette histoire syndicale, quasi exclusivement par des syndiqués, par des militants, pour des syndiqués, pour des affiliés. Et donc c'est une histoire qui a été essentiellement écrite au rythme des commémorations,
Voilà, ce qui peut être tout à fait justifié, Oui, oui, hein, oui, c'est bien de sûr. l'histoire-mémoire alors, Oui. mais au niveau scientifique, cela posait effectivement quelques problèmes, puisque c'est quand même une histoire qui était très lénifiante, très orientée, une histoire de type positiviste, où on mettait surtout en avant les grands hommes, les grands dirigeants, la croissance des effectifs, etc., mais où il manquait une analyse pour moi vraiment du mouvement social lui-même et essayer de comprendre, au-delà de l'action des dirigeants, pourquoi un certain nombre de transformations et par quel processus elles se sont opérées, ces transformations, à l'intérieur du mouvement syndical. Voilà, donc je voulais, dans l'affiliation d'autres chercheurs, hein, parce que je n'ai pas été la seule à renouveler cette histoire syndicale, donc il y a... Enfin voilà, l'historiographie a sa propre histoire. C'est à partir des années 80 que le mouvement ouvrier est vraiment devenu un objet de recherche historique avec des travaux extrêmement importants comme ceux notamment de Jean Puissant qui a été mon directeur de thèse d'ailleurs et qui m'a véritablement soutenu et encouragé dans cette voie. Une grosse thèse donc, qui sur lui a le mouvement ouvrier dans le Hainaut. Voilà, dans le Borinage et qui est vraiment aussi... on s'inscrit, et Jean Puissant était sans doute un des précurseurs de cette fameuse histoire d'en bas des classes populaires qui est aujourd'hui, qui commence à être fort heureusement mise en œuvre. C'est très bien. Oui, ce que je n'ai pas dit au fond dans l'introduction, parce que ce dont tu viens de parler, au fond, c'est la mise en œuvre de la fameuse critique historique. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs que tu enseignais la critique historique, non pas à des historiens, mais que tu l'enseignais à la faculté maintenant qui s'appelle de philosophie et de sciences sociales, d'après son nouvel intitulé, si j'ai bien compris, tu l'enseignes essentiellement à des politologues et à des sociologues, peut-être aussi à d'autres groupes aussi, voilà, mais en tout cas, et des économistes aussi. Et je crois que c'est essentiel justement que quand on se lance dans ces carrières-là, que l'on ait au moins des notions de critique historique, parce que très souvent on arrive avec des théories ou des schémas comme ça bien construits, alors que quand on est face à la réalité, il faut avoir évidemment des instruments qui permettent de critiquer des témoignages contemporains aussi, hein, ça me paraît tout à fait essentiel. Donc ils ont bien la chance de t'avoir comme professeur. Deuxième question que je te poserai, c'est évidemment, et tout à fait logique, celle du contexte. Le syndicalisme naît à la fin de la première moitié du XIXe siècle en Belgique, dans le cadre de la révolution industrielle, bien sûr, la première phase d'ailleurs de la révolution industrielle. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les débuts du syndicalisme, et plus particulièrement en Wallonie. Et pourquoi en Wallonie, plutôt qu'en Flandre? Oui. Alors, voilà. Effectivement, donc, au niveau du contexte, la Belgique est le premier pays d'Europe à s'industrialiser après l'Angleterre. Et donc, au XIXe siècle, c'est la deuxième puissance industrielle mondiale, derrière l'Angleterre, exportatrice. Mais voilà, donc cette industrialisation se fait de façon totalement brutale. On va dire il n'y a évidemment aucune réglementation qui existe. Le 19e siècle, c'est un capitalisme sauvage. Voilà, c'est un capitalisme sauvage, c'est le libéralisme économique qui domine, avec un laisser-faire, un laisser-aller total en matière sociale. Donc il n'y a évidemment aucune sécurité sociale à l'époque. Alors, et plus encore même, donc les valeurs de liberté du travail sont les valeurs qui sont mises en avant par le système hérité de la Révolution française qui, rappelons-le, au moment où elle abolit les corporations, voilà, introduit cette fameuse loi Le Chapelier qui va également interdire toute coalition, à savoir donc tout rassemblement entre ouvriers et même entre patrons pour influer le prix du travail et les conditions de travail. Et donc, en fait, cela signifie que les syndicats sont purement et simplement interdits. Donc lorsque la Belgique est créée en 1830, cette loi va être reprise dans le code belge.
à travers les articles 414 et 415 et 416 du Code pénal. Et donc, au début du 19e siècle, quand se développe l'industrialisation en Belgique, les syndicats sont purement interdits. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que malgré tout, les travailleurs vont s'organiser. Ils vont s'organiser sous forme de mutuelle, donc là c'est une assurance en cas d'accident de travail, de maladie, pension, etc. Ils vont également former des coopératives, donc pour tenter de réduire le coût d'un certain nombre de produits qui rentrent dans la consommation ouvrière. Et enfin, ils vont créer des syndicats. Mais ces syndicats, à l'origine, ne se nommeront jamais syndicats. Donc ils vont se cacher sous des appellations diverses, ça peut être association, union, fraternelle, et même des mutualités qui s'appelaient mutualités, mais qui en réalité étaient des syndicats. Et paradoxalement, par rapport à la condition ouvrière, qui est effectivement très, très difficile, ce ne sont pas les ouvriers les plus mal lotis, on va dire ceux de la grande industrie, dont les journées de travail peuvent s'étendre de 14 à 16 heures, dont les salaires sont vraiment extrêmement bas, forçant le travail des femmes et des enfants. Ce ne sont pas ces ouvriers-là qui vont s'organiser en premier, mais bien les ouvriers les plus qualifiés des villes. Donc avant la Wallonie, ce sont d'abord les ouvriers bruxellois et les ouvriers gantois qui s'organisent. Donc les premières organisations hautement qualifiées, et en particulier effectivement les typographes. On estime que l'association libre des imprimeurs et typographes bruxellois est la première organisation syndicale en Belgique, donc qui voit le jour. En France. Voilà, qui voit le jour en 1842. Ouais. Alors effectivement, en fait, parmi les militants, on retrouve beaucoup de typographes. Pourquoi? Parmi ceux qui vont impulser le mouvement ouvrier, parce que voilà, c'était non seulement des ouvriers qualifiés, mais qui en plus avaient l'avantage d'être lettrés, et donc ils pouvaient lire, diffuser les idées, etc. Ils jouent un rôle extrêmement important. Je me permets de rappeler à l'usage de ceux qui nous écoutent qu'il faut attendre 1914, donc beaucoup plus tard qu'en France, pour que l'enseignement primaire soit obligatoire. Tout à fait. Et donc c'est à ce moment-là qu'on apprend à lire et écrire théoriquement. Et donc avant il y avait bien entendu des écoles primaires, mais que donc la classe ouvrière, les paysans ne sont vraiment alphabétisés systématiquement qu'à partir, au fond il y a un siècle, c'est hier. En fait, quand on y pense, moi ça me frappe toujours, c'est ce que je dis à mes étudiants dans mon cours d'histoire, quand on entend les arguments du pouvoir politique, comment dirais-je, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par rapport à l'entreprise de colonisation au Congo, on était là pour leur rapporter la civilisation, alors qu'en Belgique même, la population était en partie, en tout cas en grande partie, analphabète, donc c'était quand même assez gros, évidemment, comme argument. Voilà. Et avant, les premières lois qui interdisent le travail des femmes et des enfants, ces enfants, ils étaient tout simplement à l'usine ou dans l'atelier pour soutenir le salaire familial. Je te laisse poursuivre. Donc, tu étais en train d'expliquer, en fait, dans quelle catégorie sociale, ou plutôt dans quelle catégorie du monde ouvrier naît le syndicalisme, et alors comment les choses vont évoluer par la suite. Parce que le syndicalisme est l'ancêtre des mutuelles, au fond, ces caisses de secours, d'entraide, sont donc antérieures à l'unification d'associations politiques qui, sur le plan national, ne formeront le Parti ouvrier belge qu'en 1885. Donc il y a vraiment il y a un décalage d'au moins une quarantaine d'années entre les premiers syndicats, si je puis dire, caisses de secours, l'ancêtre des mutuelles. Et alors comment ça va se passer? Puisque le syndicalisme est en place, sous des formes diverses et avec des appellations différentes, comme tu l'as rappelé. Et puis, il y a la création du POB. Comment ça va se passer, alors, les relations entre, justement, le monde syndical et le monde politique? Alors que, théoriquement, est-ce qu'ils sont vraiment imbriqués? Est-ce qu'ils ont des divergences de vues quant à leurs objectifs? Est-ce que ça va coller ensemble ou pas? Alors, ça va ce sujet, évidemment, mais bon.
bon voilà, dans ce long laps de temps qui s'écoule Oui. entre la création des premiers syndicats et la création du POB, donc en 1885, il y a quand même des transformations importantes et des créations importantes. Et notamment l'Association internationale des travailleurs en 1864. Alors, c'est un moment où effectivement on va assister à une espèce de modernisation syndicale. Parce que ces premiers syndicats, en fait, ils reprennent beaucoup de pratiques des anciennes corporations. Donc ce sont des syndicats qui sont très fermés sur eux-mêmes, n'acceptent pas, enfin voilà, qui ne sont pas affiliés en leur sein, par exemple les femmes, les apprentis, etc. Donc ils sont vraiment très fermés sur eux-mêmes, mais ça leur donne aussi un poids, parce qu'effectivement ils pratiquent le closet shop, donc ça veut dire que sur le plan local. Voilà, sur le plan local, effectivement, chez les typographes, on a très tôt des taux de syndicalisation qui effleurent les 100%, ce qui donne une puissance d'action évidemment au syndicat, parce que quand ils déclenchent la grève, évidemment, il n'y a plus personne qui travaille sur la place de Bruxelles, il n'y a plus aucune imprimerie qui fonctionne, et les patrons sont obligés de céder. Ce qui explique, parce qu'on va y venir après, par rapport au mode d'action syndicale, qu'en fait ces vieux syndicats, eh bien, ils vont quand même garder toujours une grande confiance en l'action directe. Action directe, action gréviste, par rapport au principe de la négociation qui, lui, va être plus développé, on va dire, paradoxalement, par des syndicats qui sont plus faibles numériquement. Les syndicats qui sont très forts, eux, voilà, ils ont un moyen d'action efficace, l'action directe est très efficace, et donc ils vont la défendre. Et ils vont se retrouver parmi les syndicalistes révolutionnaires. C'est pas paradoxal. Oui, bien sûr. C'est le rapport de force. Oui, tout à fait. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on peut déjà parler, à ce moment-là, quand tu parles d'un taux de syndicalisation de pratiquement 100% au sein du métier des typographes, est-ce qu'il y a un embryon de conscience de classe ou c'est encore de type corporatif? Parce que la conscience de classe, elle dépasse largement un métier particulier. C'est le sentiment, au fond, d'appartenir à un groupe très large qui est celui des opprimés, des dominés par rapport à ceux qui possèdent les moyens de production. D'une manière générale, est-ce qu'à ce moment-là, il y a quand même, j'imagine qu'ils ont quand même produit peut-être une littérature, des journaux, des feuilles. Est-ce qu'on voit une idée, quand même, un embryon de conscience de classe qui dépasse la conscience, je dirais, de la défense d'un métier? Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur les archives pour cette période. D'accord, donc, voilà, ça, je peux difficilement me prononcer là-dessus, mais en tout cas, je pense que l'émergence d'une conscience de classe est très clairement liée à la création de l'AIT et de la diffusion. Donc, les années 60. À ce moment-là, en tout cas, en fait, il y a deux facteurs qui se conjuguent à ce moment-là. C'est à la fois une déqualification du métier à travers la modernisation des techniques de production, qui fait que ces ouvriers très qualifiés, ils devaient aussi leur puissance au fait qu'ils contrôlaient l'apprentissage. Donc ça veut dire que c'est eux qui formaient, en fait c'est l'association qui formait les futurs typographes. Donc ils avaient effectivement un contrôle de qui rentrait dans la profession, etc. À partir du moment où les techniques se modernisent, où le travail donc se déqualifie, n'importe qui peut être engagé et faire tourner une machine. Il ne faut pas un apprentissage poussé. Et donc à ce moment-là, il faut commencer à craindre par rapport au salaire, de voir des réductions de salaire, et on va commencer à réfléchir à intégrer justement ces travailleurs de province, ces travailleurs moins qualifiés, ces apprentis, les femmes dans les organisations. Et ceci se conjugue avec la diffusion des idées développées par Marx, mais aussi par Bakounine, etc., et qui vont connaître une grande diffusion au moment de la création de l'AIT. Et dans nos régions, l'AIT va avoir une influence très importante. Bon, on est proche de l'Angleterre, c'est très industrialisé, et voilà. Et donc, ces idéaux, effectivement, d'unité du prolétariat, cette conscience de classe, cette idée qu'il faut être unis pour renverser la domination vers des sociétés plus égalitaires, de type plus égalitaire, voilà, s'ancre à ce moment-là, je pense. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de conscience de classe avant, mais là, il y a très clairement, je pense,
un saut qualitatif qui... Et alors, qui cette se produit. imbrication, puisque c'était ma question au départ, entre d'une part ces organisations syndicales qui sont au départ corporatistes, et puis alors il y a l'AIT à partir de 1864, les choses progressent, et puis on arrive à la création du POB en Belgique en 1885. Comment va s'opérer alors, y a-t-il eu, oui ou non, fusion, partiellement, parce qu'il y a eu, sauf erreur de ma part, la création au sein même du POB d'une commission syndicale qui est là au fond pour canaliser ou pas? Parce que moi, comme je suis anarchiste, j'ai toujours tendance à voir l'arrière-pensée que le politique peut avoir face au monde ouvrier pour éviter que ça ne déborde. Enfin, on le voit bien aujourd'hui dans les événements en France. Quand il n'y a plus de pouvoir intermédiaire, alors là, on est complètement paniqué, ça va dans tous les sens, le pouvoir politique agit sous forme de la répression, puisqu'il n'y a plus ceux qui sont un peu les gardes-chourbes, je dirais, de la classe ouvrière, mais qui ont, entre autres, pour fonction, en tout cas, voilà, de canaliser, pour essayer de faire remonter quelque chose qui soit de l'ordre du possible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe au niveau du POB, justement, alors? Oui, alors peut-être que pour aborder cette question-là, il faut évoquer cette naissance du POB. Oui. Donc dans le reste, donc là on a parlé des syndicats essentiellement dans les grandes villes, et en fait dans le reste du pays, et notamment dans la Wallonie industrialisée, on fait face à ce que Emile van der Velde a appelé le syndicat champignon. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action syndicale, mais qu'en fait, comme des champignons, au moment où se développe l'agitation, parce qu'il y a une volonté patronale de diminuer des salaires, voilà, le syndicat pousse comme un champignon, mais une fois l'orage passé, une fois la défaite, il n'arrive pas à se maintenir. Et donc il y a très clairement un problème de maintien des organisations syndicales dans les régions les plus industrialisées, où on est effectivement sur un modèle assez spontanéiste, comme tu l'as dit. Alors à partir des années 1873-75, on rentre dans une période de forte récession économique. Et donc les victoires se font de plus en plus rares. Les offensives patronales sont extrêmement nombreuses et donc les syndicats sont vraiment au plus bas, malgré qu'il y a eu donc précédemment cette tentative de modernisation syndicale, notamment sous l'effet de l'AIT, parce que ça on l'a pas dit, donc c'est à ce moment-là, les premières fédérations vont se mettre en place, donc on n'est plus au niveau local, donc il y a quand même déjà une unification plus large qui se fait à l'échelle nationale avec la création de la Fédération des typographes dès 1867. Mais bon, après il y a une vague de recul général des syndicats. Et à ce moment-là, certains, face à l'intransigeance patronale, parmi ces syndicalistes, se disent mais le syndicat, le patronat ne plie pas, il faut le contraindre. Et un moyen de contrainte, ça serait d'obtenir une législation sociale favorable aux ouvriers, donc par exemple des lois sur la durée du travail. Et donc ils vont préconiser pour cela la création, pour arriver au Parlement, il faut évidemment créer un parti politique. Et donc à l'origine du POB, et c'est assez peu connu, en 1885, se trouvent 59 organisations, dont une majorité d'organisations syndicales. Donc l'objectif est très clairement réformiste, il s'agit d'envoyer des parlementaires pour faire voter des lois favorables à la classe ouvrière. Et cela a suscité des débats à l'intérieur, tu as pas une cinquantaine d'organisations, parce qu'il y a des ligues ouvrières, mais j'imagine qu'il y en a qui sont plus, quand un peu plus révolutionnaires que d'autres, non? Je veux dire, l'idée d'un programme réformiste amène l'adhésion quand même par nécessité, par dépit, parce qu'on est dans une phase de dépression économique pendant 25 ans, là, donc on n'a pas le choix, en fait. Mais ça, c'est un des problèmes dont on aurait peut-être dû parler au début, quand on a parlé d'historiographie. En fait, c'est l'absence de source par rapport à ça. Et surtout, au niveau de l'histoire populaire, de l'histoire d'en bas, on sait que on a laissé beaucoup moins de sources. Et voilà, comme il s'agit d'organisations qui sont parfois très éphémères, etc., on n'a pas vraiment de documents pour savoir si
il y a eu des oppositions. À partir du moment où le POB se met en place, là, on voit des oppositions, puisqu'on a les comptes rendus, les rapports de congrès, etc. Mais auparavant, c'est vraiment très difficile à dire. Mais enfin, on peut voir quand même qu'il y a un courant, en tout cas, suffisamment favorable à l'action parlementaire pour créer ce parti ouvrier belge. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là, évidemment, et ça ne va pas aller sans mal. Le premier problème, c'est que pour envoyer des délégués, des représentants au Parlement, il faut pouvoir voter. Et à l'époque, c'est un suffrage qui est encore censitaire, qui s'est un petit peu démocratisé, élargi aux capacitaires, mais la classe ouvrière n'a toujours pas le droit de vote. Et donc, une des premières campagne du POB, première revendication, une fois que le parti est constitué, c'est de réclamer le suffrage universel. Et en fait, là derrière, on va voir que la classe ouvrière va se mobiliser. Cette mobilisation ne reflète pas, selon moi, pour autant une adhésion au parlementarisme. Je pense que c'est une question de dignité, de se dire ce n'est pas logique que la classe ouvrière... Voilà, c'est une revendication de droit, mais qui ne veut pas dire... Et d'ailleurs, les méthodes qui vont être utilisées pour obtenir ce suffrage universel sont clairement la grève générale et l'action directe, qui parfois va déborder complètement le POB, qui va s'en mordre les doigts, parfois courir derrière des mouvements auxquels lui-même n'a pas appelé. Il va être surpris devant l'ampleur de la grève générale. Ces mineurs qui sortent, ils seront parfois plus de 300 000 dans la rue pour mais parmi ceux au fond, qui vont créer le POB, il y a quand même des petits bourgeois, au fond, des gens qui ne sont pas... Et c'est des humanistes, hein, bien sûr, mais ce sont des humanistes, mais ce ne sont pas obligatoirement des gens qui sont issus de la classe ouvrière. Non, pas du tout. Hein, quand on pense à le pape, à d'autres, enfin bon, ou à... voilà, ce sont des gens qui ont peut-être aussi des réflexes... de crainte du chaos, ou que sais-je, enfin, puisqu'au fond, ce sont des intellectuels, hein. Oui, bien sûr. Ce sont des intellectuels, hein. Mais donc, parmi ces syndicats qui participent à la création du Parti ouvrier belge, ce sont principalement des syndicats bruxellois et gantois. C'est ça. Donc, ce ne sont pas les syndicats de la grande industrie, de nouveau, de qui, Liège, comme je l'ai dit, sont déjà sont très éphémères à l'époque. Oui. Oui, donc très clairement... Le Parti ouvrier belge craint les troubles et les désordres, et d'ailleurs il va être confronté, à peine un an après sa naissance, au plus vaste mouvement social du 19e siècle en Belgique, à savoir les émeutes de 1886 qui vont véritablement traumatiser le parti, parce qu'il est tout jeune, il n'a aucune prise sur le mouvement, donc c'est un mouvement tout à fait spontané, hein, qui démarre d'ailleurs au départ d'une commémoration anarchiste du 15e anniversaire de la Commune de Paris. Et là, on est dans les dates, hein, puisque c'était le 18 mars, hein, le début de la Commune de Paris, que nous sommes le 21. Et donc, c'est quelques anarchistes qui commémorent cette commune. Et il y a un petit incident suite à la petite manifestation qu'ils organisent après, et l'émeute va vraiment s'étendre comme une traînée de poudre depuis Liège, Bassin-de-Charleroi, Borinage, etc., et incendier toute la Wallonie. Et effectivement, là, la population, la classe ouvrière va s'en prendre directement aux possédants, détruire comme c'était le cas au début de l'industrialisation avec le mouvement ludiste, détruire en fait les infrastructures, les machines, les châteaux des barons de l'industrie. On est tout à fait dans l'ambiance de Germinal qui est publiée en 1885. Voilà, aussi. C'est ça, c'est la même ambiance. Voilà, ça reflète totalement... Et comme tu l'as dit, en fait, le mouvement ne trouvera de solution pour la bourgeoisie, pour le maintien de l'ordre, qu'à travers une répression sanglante. Donc il y aura 30 morts, l'armée va tirer, les troupes vont tirer sur les manifestants, et voilà. Il y avait des charges de la gendarmerie ou non? Parce que il y a eu l'image que l'on a, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Entendu. Et alors, maintenant, tu as parlé d'une première grève, il y en aura d'autres.
Donc, au il y a... début du 20e du Voilà, donc il y a, siècle. il y a plusieurs grèves qui se succèdent pour l'obtention du suffrage universel. Oui. Et le POB, donc, qui craint les troubles, qui craint de ne pas maîtriser le mouvement. Donc Marcel Littmann a magnifiquement montré ça dans son ouvrage Les socialistes belges avant 14. Le POB qui craint de ne plus avoir aucun contrôle sur le mouvement au moment des grèves de 1893 où il y a 300 000 grévistes et des manifestations très tendues, acceptent le compromis du suffrage universel tempéré par le vote plural. Pardon. Donc ça veut dire que désormais, tous les ouvriers masculins, pas les ouvrières, donc c'est un suffrage masculin et pas féminin, pourront voter, mais en fonction de critères de sens ou de capacité, donc de richesse en gros ou de statut social, un certain nombre d'électeurs obtiendront 1, 2 ou 3 voix supplémentaires. Et donc en fait ça permet de contrebalancer... Oui, ça contrebalance, mais en même temps ça met encore plus en évidence l'absurdité d'un système. Je veux dire sur le plan moral, parce que c'est indéfendable sur le plan moral. On voit bien que c'est une conquête qui ne peut être que temporaire. Elle ne peut que conduire au suffrage universel. Oui, tout à fait. Et bon, c'est inimaginable qu'on poursuit avec ce système où certains valent un tiers ou la moitié d'un autre. Et avec ce cumul des voix, finalement, 850 000 ouvriers ont une voix, mais les 450 000 autres électeurs, ils ont au final 1 million de 250 000 voix. Donc plus que l'ensemble des ouvriers. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de basculement fondamental qui s'opère effectivement, et ça reste un système très injuste qui directement va être critiqué. Le POB a été critiqué pour avoir accepté ce compromis. Mais il préférait cette étape-là plutôt que de risquer une situation qui serait incontrôlable. Et donc le POB va effectivement quand même envoyer 28 représentants à la Chambre, ce qui n'est pas beaucoup, mais donc il va commencer à partir de là à véritablement orienter toute son action vers l'action parlementaire. Donc les syndicalistes qui étaient à l'origine de la création du POB vont lui reprocher ça, de délaisser finalement les questions syndicales. Et c'est comme ça qu'ils vont demander, donc là on en arrive à la création de la commission syndicale du POB. Ils vont pousser à ce qu'au sein du POB soit créée spécifiquement une commission syndicale qui s'occuperait de la coordination syndicale. Mais cette commission syndicale, donc, qui est considérée comme l'ancêtre de la FGTB, même si la FGTB relève encore d'un autre processus historique de l'après-deuxième guerre mondiale, on en parlera peut-être, mais je ne sais pas si on aura le temps. On verra. Voilà, donc cette commission syndicale, c'est cependant une structure qui regroupe des syndicats existants, qui lui précèdent, donc qui existent avant elle, et qui ont une forte tradition d'autonomie. Donc la commission syndicale ne peut pas s'imposer, comme ça s'est fait au niveau du syndicalisme chrétien, comme un organe central fort avec du pouvoir sur les organisations affiliées. Donc les liens sont très lâches, les pouvoirs de la commission syndicale sont extrêmement limités, et elle essaye vraiment de s'affirmer comme la confédération de tous les syndicats qui se réclament de la lutte de classe, en opposition aux syndicats chrétiens qu'elle qualifie de syndicats de collaboration de classe. Et donc, dès le départ, elle va s'ouvrir à ce qu'on appelle les syndicats indépendants, à savoir donc des syndicats qui sont pour l'indépendance syndicale et donc contre l'affiliation des syndicats à un parti politique, quel qu'il soit. Même si, ils peuvent être par ailleurs affiliés individuellement au parti, mais ils ne veulent pas que parce que ça risque de... l'unité syndicale doit exister à la base, sans distinction, que ce soit de religion, de parti, de conviction. C'est ça. Mais c'est peut-être l'occasion maintenant de parler de ce qui se passe à partir de 1902, c'est-à-dire la création d'un syndicalisme révolutionnaire et ou anarchiste. La question est de savoir si les deux sont confondus ou s'il s'agit de mouvements qui, à certains moments, fonctionnent ensemble, mais qui ont peut-être une doctrine différente. Oui. Alors, pour comprendre ce développement aussi du syndicalisme révolutionnaire, il faut voir donc les suites de cette question du suffrage universel tempéré par le vote plural, qui ne satisfait effectivement pas la majorité des travailleurs. Et en 1902, il y a de nouveau
grosse grève, manifestation pour le suffrage universel. Le Parti ouvrier belge appelle à la reprise. Il y a des mécontentements importants par rapport à ça. Et c'est sans doute dans ce contexte-là qu'on va voir se développer ces initiatives donc, de création donc, de syndicats révolutionnaires. Alors, plus largement encore, je pense que c'est une période où se développe le syndicalisme révolutionnaire au niveau mondial, international. On a les Iwewe aux États-Unis, hein, qui voient le jour en 1905. On a en France, la CGT, elle existe déjà. Tu peux expliquer en 2 mots, je sais qu'on n'a pas des masses de temps, mais nous expliquer en 2 mots ce que c'est que donc l'IWW. Donc c'est Industrial Workers of the World, et donc c'est une organisation qui va se développer en réaction à la Fédération des syndicats américains qui est jugée trop réformiste, parlementariste, etc. Alors que c'est les Wobblies, hein, comme on les appelle également, eux, ils défendent plutôt l'organisation d'un syndicat ouvrier à la base, dont l'action est basée plutôt sur l'action directe, un syndicalisme aussi sur base de l'industrie, donc pas organisé en fonction de telle ou telle profession. Tous les travailleurs qui travaillent pour un même patron sont rassemblés et sont unis, donc il y a une unité face au patronat. Que dire encore? L'autonomie des sections aussi, c'est une organisation très fédéraliste. Et alors, est-ce qu'en Belgique, il y a eu l'équivalent de la charte d'Amiens de 1906 ou pas? Faut dire, ou s'il n'y a pas eu, est-ce qu'on a été dans cette voie-là? En tout cas, la charte d'Amiens a très clairement, et la CGT, influencé le syndicalisme révolutionnaire en Belgique. Et donc c'est vraiment une période où, charte d'Amiens c'est 1906, où ce courant-là connaît un certain succès, une certaine influence, et en Belgique, c'est effectivement au lendemain des grèves de 1902, en 1904 est tenu un congrès à Charleroi, où va être posée la question donc, d'une organisation syndicale anarchiste. Parallèlement est créée aussi cette année-là, la même année, l'organisation syndicale révolutionnaire des mineurs de Charleroi, qui comptera 500 membres. Et en quoi leurs doctrines sont différentes? Leurs objectifs. Voilà, donc au niveau de la distinction entre anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire, je dirais qu'avec Peter Ballon, donc, qui est un des auteurs qui s'est penché sur ce syndicalisme révolutionnaire, et principalement lui, il a étudié les syndicats révolutionnaires de Liège, hein, un des bastions du syndicalisme révolutionnaire. Il nous dit que le syndicalisme révolutionnaire est souvent assimilé à l'anarcho-syndicalisme ou au syndicalisme anarchiste. Ce qui est vrai pour la France, parce que les anarchistes ont vraiment joué un rôle extrêmement important dans le développement du syndicalisme révolutionnaire, mais qu'il est sans doute moins pour la Belgique, même si cela n'empêche pas que les anarchistes ont joué un rôle. Et dans la création de la première CGT belge, donc, qui est décidée en 1905, mais qui sera vraiment mise sur pied en janvier 1906, les anarchistes jouent évidemment là un rôle extrêmement important. Donc ce sont des personnages comme Henri Fuss-Amoret qui sont à l'origine de cela, et Henri Fuss-Amoret est très influencé par Émile Pouget, par l'expérience française, et donc ils veulent vraiment appliquer ça en Belgique. Donc ils reprennent les bases de la charte d'Amiens, principe fédéraliste. On ne se rend pas compte suffisamment, je ne sais pas ce qu'il en reste dans la mémoire des syndicats ou dans la mémoire ouvrière aujourd'hui, de la place que les anarchistes ont eue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, parce que l'anarchisme aujourd'hui en Belgique, même en France, ça ne représente pas grand-chose. Il faut bien être honnête, si je puis dire, puisque je suis partie prenante. Mais alors qu'à l'époque, c'était quand même un mouvement tout à fait, qui avait une ampleur, enfin, qui a joué un rôle très très important. Oui, tout à fait. Voilà, on ne se rend pas compte de cela, parce que maintenant, anarchiste, c'est assimilé aux casseurs, des choses comme ça, ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité, mais pour beaucoup de gens, c'est ça, au fond. Hein. Oui, c'est des gens qui foutent le bordel dans les manifs.
Voilà, alors qu'en fait, c'était un vrai mouvement structuré, on peut le dire, même s'il un y avait mouvement des... structuré qui a eu une influence sur le mouvement ouvrier, qui a réussi. Ça ne veut pas dire que la commission, enfin, pardon, la Confédération syndicale belge, dont on va sans doute parler, a quand même regroupé 10 000 membres. C'est ça. Et voilà, son impulsion vient des anarchistes. Donc ils ont quand même pu impulser à un moment une dynamique dans le mouvement ouvrier, ce qui aujourd'hui nous paraît effectivement quasiment invraisemblable. Mais bon, il y a eu ces documentaires d'Arte, d'André Tramonet, qui montrent comment à l'échelle internationale c'est quand même un mouvement qui a eu un poids. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Oui, c'est bon, on connaît voilà, l'exemple de la guerre d'Espagne quand même significatif. Oui, bien sûr. Et alors je voulais te demander, il y a eu un débat entre les anarchistes quant à la place que quant aux objectifs comment dirais-je, des syndicats. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots la position de la doctrine, si je puis dire, de Pierre Monat et d'autre part d'Enrico Malatesta? Oui, voilà. Donc, effectivement, dans le courant anarchiste, il n'est pas un. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances, même si on a tendance à l'oublier aujourd'hui, le voir plus que le courant Black Bloc, on va dire, ou quelque chose comme ça. Mais il y a plusieurs courants. Et à cette époque-là, voilà, donc il y a le courant insurrectionnaliste, les courants éducationnistes, réalisateurs, donc qui est plutôt voilà, propagande par l'exemple. Et on aura ici à Bruxelles notamment la fondation d'une colonie libertaire, d'abord à Stockel, puis qui va déménager à Boisfort. Et on a effectivement ce courant anarcho-syndicaliste. Alors effectivement, parmi les tendances anarchistes qui sont présentes donc, dans ces congrès de 1904 et 1905, voilà, tout le monde semble d'accord quand même sur le fait qu'il faut que les anarchistes aient une action dans les syndicats et agissent au niveau syndical, mais certains vont effectivement plus se référer à la tendance Monat donc anarchistes, pour qui les syndicats sont véritablement la préfiguration de la société à venir. Donc c'est un organe de lutte, mais qui permet aussi directement, c'est à la fois une lutte et à la fois un organe constructeur, qui permettra de construire la société de demain, puisqu'il s'agit évidemment d'un syndicat qui n'est pas bureaucratisé, où les travailleurs prennent de manière autonome les décisions à la base, dans une perspective autogestionnaire de la production, etc. Et il voit donc déjà, donc le syndicalisme, c'est quelque part la voie vers la société future. Tandis que pour Malatesta, bon, il ne dit pas que le syndicalisme n'est pas intéressant, mais l'action anarchiste ne doit pas être exclusivement syndicale, ni se focaliser là-dessus. C'est un mode d'action comme un autre, et certains anarchistes sont totalement contre le fait de voir les syndicats comme une préfiguration, en disant que si on fait ça, ça va finir comme le parti de Lénine, qui après va se bureaucratiser, etc. On ne peut pas déjà définir qui jouera un rôle dans la société de demain. Voilà, donc ça c'est en gros le débat, mais quand est créée la fameuse CGT belge, c'est le modèle français, donc janvier 1906, c'est décidé, il faut le temps que ça mûrisse, c'est un peu lent parfois chez les anarchistes. Ça c'est la commission, la Confédération syndicale belge qui va suivre. Donc c'est à partir de 1908. La Confédération syndicale belge. Donc, là, 2 secondes, j'ai perdu le fil. Donc, donc quand est créée cette CGT belge, donc ce sont effectivement Henri Fuss, Amoré, tendance Monat, c'est Premont, Léopold Premont, donc, qui est à l'origine de la création des syndicats révolutionnaires de Charleroi, qui sont vraiment les initiateurs. Mais Tonnard, par exemple, va également s'y affilier, Chapelier aussi, alors qu'ils sont plus tendance Malatesta. Tonnard va être à l'origine justement de la création du groupement communiste libertaire, qui va être à l'origine de la fameuse communauté de Stockel. Et donc ils vont tout de suite mettre en place, se doter d'un organe qui est l'action directe. Voilà, donc ça c'est l'organe de diffusion
de cette Tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est l'action directe? Donc l'action directe, c'est le titre du journal. Ah oui, tu ne parles pas de l'action directe en tant que mot d'action. C'est leur journal, donc la CGT se dote directement d'un journal voilà, qui sera leur organe officiel et qui est quand même tiré à plus de 2000 exemplaires, je pense. Voilà. Mais ça vaut peut-être la peine d'expliquer peut-être un alphabet, c'est quand même un tout bon à fait. tirage. Mais par rapport à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas tout à fait au courant, c'est peut-être intéressant de dire ce que c'est que l'action directe. Je parle de mode d'action anarchiste. Ce que c'est que... je ne parle pas du journal ici, je parle de l'action directe elle-même. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? Donc l'action directe, ça consiste au fait que les syndiqués, les membres des syndicats, les ouvriers, décident déjà eux-mêmes de leur propre mode d'action et ça s'oppose en gros au principe de la négociation, de la discussion. On arrachera nous-mêmes par nos propres actions nos revendications et donc le principal moyen de l'action directe c'est la grève, mais il y en a d'autres également qui peuvent être le sabotage, qui peuvent être le boycott, etc. et qui va être développé par des syndicats révolutionnaires qui ne se disent pas forcément anarchistes. Donc par exemple, le syndicat des employés de Jacques Motte est considéré comme un syndicat révolutionnaire avant 14 qui pratique effectivement l'action directe, qui se réfère aussi à la CGT française et au mode d'action. Et voilà, et donc parmi ces actions-là, en fait, ils vont faire toute une campagne pour forcer la fermeture des magasins à 19h. Donc ils vont mettre des boules puantes dans les magasins, ils vont se déguiser en faux chalands, essayer les vêtements, les laisser n'importe où, etc. Bref, toutes des actions. Jacques Motte va être emprisonné. Voilà, parce qu'il faut savoir, ça on ne l'a pas dit non plus, les coalitions sont quand même autorisées à un moment, donc en 1866 elles sont autorisées, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, et jusqu'après la Première Guerre mondiale, les militants sont toujours susceptibles d'être enfermés, punis d'amende selon l'article 310 du Code pénal qui entrave le droit de grève. Donc tout rassemblement auprès d'une usine, tout piquet de grève, et voilà, et un grand nombre de ces militants vont être poursuivis, faire de la prison, etc. Donc ça va... Et alors tu voulais parler d'un deuxième mouvement, donc tu as parlé de la CGT belge, si je puis dire, et puis tu voulais parler d'un autre groupe. Voilà, donc en fait, à partir de 1907, il va y avoir des discussions au sein de cette CGT belge, donc qui est quand même importante, mais limitée en termes d'effectifs, et il va y avoir une discussion par rapport à son élargissement. Son élargissement pour justement, à travers cet idéal d'unité des travailleurs, et donc ils vont vouloir élargir cette CGT belge qui a très clairement une étiquette anarchiste au départ, aux autres syndicats indépendants qui sont restés en dehors de la commission syndicale. Parce qu'il y a certains syndicats indépendants qui ont rallié la commission syndicale, donc sans être affiliés au Parti ouvrier belge. D'ailleurs, la commission syndicale, elle s'affiche de plus en plus ouverte. Donc en 1907, elle va changer de titre. Au départ, elle s'appelait Commission syndicale du POB et son titre va devenir assez long, Commission syndicale du POB et des syndicats indépendants. Donc il y a une véritable lutte qui va se déclencher entre les syndicats révolutionnaires, la CGT, et la commission syndicale pour essayer de s'attirer ces derniers syndicats indépendants. Et la CGT va donc s'ouvrir à ces syndicats indépendants malgré qu'ils ne soient pas révolutionnaires et sans doute encore moins libertaires. Donc par exemple, les diamantaires anversois. Donc il y a des révolutionnaires actifs dedans, mais voilà, au niveau de la ligne, donc les diamantaires d'Anvers, l'Union de verrières de l'Aude-Linsart et la Fédération de la laine peignée de Verviers vont être invités à participer à cette création et vont accepter dans un premier temps. Donc ça c'est Henri Fuss qui est à l'origine de ça. Pour lui, il faut vraiment que l'unité ouvrière prévale et au-delà des étiquettes, même de l'étiquette anarchiste. Et donc, au moment de sa fondation, donc fin 1907, début 1908, on annonce 10 000 membres. Le problème, c'est que, en fait, la fédération anversoise va se désister
il va y avoir un accord qui va être fait avec la fédération des syndicats du POB à Anvers. Et donc, bon, elle va être, au final, elle va compter que 5000 membres. Et à la fin 1908, c'est la fédération de la laine peignée de Verviers qui va s'en dissocier, aussi au nom de l'unité ouvrière, en disant que il faut d'abord réaliser l'unité de tous les travailleurs du textile. Enfin voilà. Et donc, malheureusement, l'expérience sera de très courte durée de nouveau, quoi. Et alors maintenant je voudrais t'interroger, parce qu'on est obligé d'accélérer un petit peu, même si on pourrait finalement intituler cet entretien à bout de souffle comme le célèbre film, parce que je vois que tu es en train de finalement vraiment t'époumoner là, mais tout ce que tu dis est essentiel, c'est bien ça le souci pour celui qui interviewe de ne pas t'interrompre aussi. Alors, si ça ne te dérange pas, on va peut-être aller après la Première Guerre mondiale et à ce qui conduit donc à la scission entre les socialistes et les communistes, donc la création donc, du Parti communiste belge, et alors au sein même du mouvement communiste, entre les staliniens, si je puis dire, et d'autre part les trotskistes. Oui, tout à fait. Donc, au lendemain de la guerre, on est dans un contexte, et je ne vais pas développer parce que sinon on n'aura pas le temps, mais on est dans un contexte où les syndicats, en fait, vont, pour diverses raisons, se développer très fortement. Donc, on assiste à un véritable boom syndical, parce qu'avant 14, la Belgique, malgré que c'est une des premières puissances industrielles, est un des pays au plus faible taux de syndicalisation. Donc, c'était le paradis des capitalistes, comme disait Marx, mais c'était véritablement l'enfer des ouvriers aussi, et d'une classe ouvrière finalement très mal organisée. Et donc au lendemain de la guerre, là il y a une croissance syndicale. Croissance syndicale qui est avant tout le fait des syndicats socialistes, parce que les syndicats chrétiens par contre eux régressent au lendemain de la guerre par rapport à la situation d'avant 14. Et ces syndicats socialistes obtiennent cette croissance suite à leur action dans le mouvement syndical. Donc ils vont vraiment choisir la voie de l'action et de la grève pour imposer les revendications de la dans un contexte aussi international où les choses bougent beaucoup, il y a la révolution russe, la révolution allemande, etc. Bref, mais les socialistes sont crédités d'une certaine radicalité. Donc même Jacques Motte, qui était très critique vis-à-vis de la commission syndicale, dit « Ah, enfin, la commission syndicale est entrée dans la voie de l'action directe, etc. » Donc il y a vraiment une homogénéité autour de cela. Bon, évidemment, à ce moment-là, on connaît les tensions internationales et un certain nombre de militants ici vont se rapprocher, enfin vont applaudir la révolution russe et se rapprocher vont créer en fait des partis communistes face à cette deuxième internationale qui a trahi, qui a appelé, qui a voté les subsides de guerre, etc. Et donc un certain nombre de militants qui viennent pour la plupart au départ des jeunes gardes socialistes ou même des milieux anarchistes d'avant-guerre. Oui. Donc Van Overstraten et d'autres vont créer un premier parti communiste en Belgique à partir, donc au début c'est des groupes, 1919-1920. Et puis à partir de 1921, la situation va s'envenimer au sein du Parti ouvrier belge. Donc avec une tendance de gauche qui se développe parce que le Parti ouvrier belge obtient des postes ministériels, donc on va lui reprocher son ministérialisme, son parlementarisme, etc. Et cela va créer des tensions à l'intérieur du POB où son aile gauche, dirigée par Jacques Motte, avec les amis de l'exploité, va être sommé d'arrêter ses publications et ses critiques. Ce que, Jacques Motte ne va pas faire, et donc finalement on va quitter le parti et fonder un deuxième parti communiste. Et donc il y a deux partis communistes en Belgique. L'Internationale communiste va obliger, parce que l'unité est quand même un des principes, va obliger la fusion entre ces deux partis, mais qui ne sont pas du tout sur une même base. Le parti de Jacques Motte est parlementariste, etc. L'autre est anti-parlementaire, on sent bien les influences anarchistes. Bref, le parti fusionne, mais pendant toute son existence unitaire, on va dire, jusqu'à la scission entre guillemets trotskiste, parce que c'était pas que tout le monde adhérait à la pensée de Trotsky, mais donc jusqu'à la scission, ces deux partis vont, la scission en 1928, vont évoluer de manière, ils sont dans le même parti, mais on voit très bien qu'il y a
deux tendances. Et quand se fait cette scission, ben, en fait, c'est la tendance du premier parti qui, en gros, quitte, en tout cas au niveau syndical, on retrouve des membres de ce premier parti donc, qui se font donc exclure de manière totalement malhonnête du parti, mais ça c'est encore une autre histoire. Oui, oui. Donc voilà, et donc au sein du Parti communiste, ben, voilà, ils vont aussi pousser à l'action dans les syndicats. D'accord ? Donc on a ce mouvement syndical qui s'est développé avec plus de 600 000 affiliés, donc contre 120 000 avant 14. Oui, oui. Et donc tous les militants radicaux, ben, ils vont, pour la plupart, là on abandonne un peu l'idée de créer des syndicats indépendants, on se dit, bon ben, anarchistes, anarcho-syndicalistes, communistes, on va militer là où se trouve la grande masse des ouvriers. Et donc il y a vraiment une action radicale, combative, qui est menée à l'intérieur des syndicats socialistes et qui va commencer, ces fractions vont commencer à critiquer toute la pratique de la concertation sociale, des commissions paritaires qui se met en place à ce moment-là, donc avec bon, des contreparties, qui est aussi la réglementation des conflits, la régulation des conflits, il faut donner des préavis, etc., condamnation de la grève sauvage, maintenant la grève doit être stratégique, etc. Et donc il y a tout un courant de critique qui n'est pas qui peut être voilà, développé par des anarcho-syndicalistes comme Jean de Boé, hein, qui était très proche de ce courant-là, ou Émile Marchand, et puis plus des tendances plus communistes comme Joseph Jacquemotte. Mais donc voilà, et ça va déplaire à la commission syndicale qui veut se débarrasser de cette gauche, et en 1924, elle va décréter la fameuse motion Mertens. Alors la motion Mertens, c'est une motion qui va s'en prendre en premier lieu aux communistes, aux membres du Parti communiste, mais qui en réalité visait à affaiblir la contestation au sein des syndicats, la contestation radicale. Et donc on va exclure les communistes, c'est plus facile parce qu'on peut effectivement dire qu'ils sont aux ordres d'un parti, d'une puissance étrangère. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc face à cette exclusion, il va, contrairement aux effets souhaités, en fait ces gauches syndicales radicales vont justement se regrouper et créer ce qu'on appelle donc le mouvement de l'unité. Donc là, c'est un mouvement qui va publier son journal, dans lequel vont se retrouver des communistes, des anarchistes. Enfin, donc pour la première fois, il y a vraiment une unification de cette gauche radicale syndicale, donc combative, pour l'action directe, etc., pour l'unité ouvrière à la base. Mais bien vite, il va y avoir des conflits, notamment avec les communistes qui vont entrer dans leur tournant, leur phase sectaire, classe contre classe, qui vont vouloir créer des fractions à l'intérieur des syndicats et créer des syndicats dissidents, ce à quoi les unitaires vont être opposés. Et voilà, donc il va encore y avoir plein de conflits internes, et l'unité va être, enfin il va y avoir une scission. Un nouveau journal Unité va être créé en 1927, et puis il va mourir lentement en 1928. Mais c'était Voilà. quand même une expérience Tout à fait. très intéressante Tout à fait. aussi. Donc, dans l'histoire du syndicalisme révolutionnaire, on a compris qu'il y a plusieurs phases, mais on peut considérer au fond que, puisqu'il faut aboutir quand même dans le cadre de cet entretien, et que tu ne vas pas évidemment ici faire toute l'histoire du syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire en particulier jusqu'à aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut considérer comme épilogue temporaire la période où tu es en train de t'arrêter pour l'instant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut constituer un temps d'arrêt dans l'histoire du syndicalisme révolutionnaire quand tu t'arrêtes à la fin des années 1920? Dans l'exposé que tu avais donné, tu avais été jusqu'en 1932, donc oui. 20 alternatives libertaires, c'est pour... Oui, on va à notre effectivement entretien. C'est uniquement pour ça. l'entretien. Mais c'est parce que c'est toujours intéressant d'avoir, Tout à fait. après un entretien comme celui-ci, d'avoir sous une forme, comment dirais-je, si tu pouvais le faire, parce que je préfère que ce soit toi, bien sûr, sous une forme ramassée, dire au fond quelles sont les quelques phases qu'il s'agit de retenir. Voilà, y a-t-il 2 phases, 3 phases dans ce que tu as exposé jusqu'à présent, parce que c'est pour synthétiser. Tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, il y a moi je dirais vraiment 2 grandes phases. Une première avant 14 où il y a véritablement des tentatives d'organisation en propre d'un syndicalisme révolutionnaire, à une époque où le syndicalisme socialiste n'est pas encore extrêmement développé, donc il y a un espace
qui est encore libre et occupable, et donc avec les tentatives dont on a parlé, et puis la période d'après-guerre où il y a cette croissance syndicale socialiste forte, et effectivement sans doute un abandon, quoique contraint et forcé parfois par des exclusions, on va voir être créés des syndicats révolutionnaires ou des syndicats plus combatifs. Je pense notamment aux Chevaliers du Travail, de Julien Lao d'une part et de Léon Le Soil d'autre part dans la région de Charleroi. Tu nous avais expliqué d'ailleurs qu'il y avait des rites un petit peu particuliers. Ah oui, ça c'est au 19e siècle. Oui, au 19e siècle, oui, c'est ça. Oui, mais bon, peut-être que je ne vais pas, ça va déborder. De toute façon, c'est anecdotique par rapport il se réfère en fait aux anciens Chevaliers du Travail du 19e siècle parce que c'était effectivement une organisation autonome par rapport au parti. Et donc eux, c'est vraiment cette autonomie-là qu'ils revendiquent. Donc c'est plutôt le côté autonome parce que les pratiques mystiques sont... Oui, mais non, mais là c'était... c'est Chevaliers du Travail. Pour réveiller un petit peu notre propos qui était très sérieux. Oui, oui, tout à fait. Et donc il y a quand même quelques tentatives. Il y a aussi le maintien d'un fort courant syndical révolutionnaire avec des organisations propres dans la région de Liège. C'est assez exceptionnel, donc avec l'Union des syndicats fédéralistes de la région de Liège qui eux vont se maintenir pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Mais je dirais qu'en gros, le syndicalisme révolutionnaire, après la guerre, il va rester pour moi présent. Il va continuer à influencer le mouvement syndical, mais même au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, ce sont des tendances combatives qui vont tenter de pousser, de radicaliser l'action. Et donc notamment en 1960, effectivement, lors des grèves des années post-68 aussi, qui sont assez radicales, 73, 71, Michelin, etc. Je pense que là, il reste une fraction combative, active dans les syndicats, et que le syndicalisme, même socialiste, n'est pas quelque chose de totalement homogène qui n'irait que dans une direction, contrairement à ce que parfois ces syndicats veulent nous présenter. Il y a des tendances en leur sein, il y a des conflits importants, et voilà, on essaye de les occulter ou d'exclure. Et il y a des exclusions régulières, je dirais Clabec, ça va jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même Donc ces syndicalistes révolutionnaires, pour moi, gardent une influence, mais une influence qui, comme on en parlait, je pense, hors caméra, en fait se manifeste beaucoup lors de moments de forte conflictualité. Et donc, donc on dirait que c'est pas un syndicat champignon qui disparaît, mais disons qu'il y a peut-être des périodes où il y a une mise en sourdine de ce syndicalisme révolutionnaire, mais qui continue quand même à être organisé, à être, avec des délégués combatifs à la base, etc. Et qui, dans des moments de plus forte conflictualité où les syndicats ont tendance à freiner, se réveillent et continuent d'avoir un véritable poids dans la marche du mouvement syndical en Belgique. Et donc, pour conclure, vu qu'on avait parlé de la période, on ira jusque dans la période des années 1930, en 1930, c'est la période de la crise économique. En fait, les syndicats belges ne veulent pas mobiliser, freinent des quatre fers par rapport à toute initiative de grève, en disant que ça va causer plus de tort encore à la classe ouvrière, ça va vider les caisses syndicales, ça va décourager parce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir des succès de toute façon. Si les patrons concèdent, ils vont être obligés de fermer boutique, etc. Donc il ne faut pas faire grève, il faut revendiquer des aides du service, des pouvoirs publics, donc allocation de chômage, etc. Et à ce moment-là, la classe ouvrière, par contre, qui, elle, surtout dans le borinage, voit ses salaires réduits, et réduits selon des baisses qui sont complètement conventionnelles, donc inscrites dans les conventions collectives, puisque les salaires sont liés à l'indice de la consommation dans lequel on calcule le prix du charbon. Donc comme les prix du charbon chutent, l'indice chute et les salaires chutent proportionnellement. Et donc les familles ouvrières du borinage ont perdu près de 40% de leur salaire depuis le début de la crise. Et donc, face à cette situation-là, la classe ouvrière réagit. Ce sont les femmes qui, qui sont en première ligne, qui bloquent les tramways, qui vont faire le piquet devant les pluies, etc. Et ça devient vraiment un mouvement
quasi insurrectionnelle. La région est totalement contrôlée par les grévistes, il faut des laissez-passer, il y a plein d'actions qui sont menées en tout genre, des actions directes, etc. Et les syndicats socialistes n'ont pas beaucoup de contrôle sur ce mouvement. Et à ce moment-là, effectivement, ceux qui vont avoir une influence, ce sont les trotskistes, ce sont les syndicalistes révolutionnaires qui vont soutenir ces mouvements. Donc je pense que l'influence reste réelle et même a influencé aussi les structures syndicales dominantes, parce que le syndicat socialiste a mis très longtemps avant de pouvoir avoir une certaine autorité, parce que ça a toujours créé des conflits justement par ces fortes tendances autonomistes qui existaient à l'intérieur des syndicats, et donc n'a pas pu, comme le syndicat chrétien, être un syndicat aussi centralisé et pyramidal qu'il l'aurait voulu. Donc même la marge a quand même influencé aussi le centre et le cœur du syndicalisme belge. Eh bien, on va terminer sur cette note positive, même si elle remonte à quoi? À plus de 80 ans maintenant, hein, si j'ai bien compris. Et parce qu'au fond, l'intérêt d'un entretien comme celui-ci, c'est d'abord de nous éclairer sur l'histoire sociale de la Belgique, sur l'histoire du mouvement ouvrier d'une manière très générale, même au niveau global, parce que la Belgique a, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, a été le premier pays à être industrialisé sur le continent. Et donc, c'est un pays qui n'est pas quelconque, même si aujourd'hui, en termes de superficie, ça ne paraît pas grand-chose, mais enfin, en termes de poids, ça représentait vraiment quelque chose. Tu as rappelé effectivement les paroles de Marx, selon lesquelles en fait la Belgique était en fait un pays où le capitalisme s'était fortement développé, mais où la misère des ouvriers était noire. À cette époque-là, il n'utilise pas exactement ces mots-là, mais enfin c'est en tout cas l'esprit de son propos. Et ça c'est le point de vue, donc, enfin pas le point de vue, c'est l'analyse de l'historienne, mais je crois que pour beaucoup de militants aujourd'hui, il est indispensable de se réapproprier cette histoire. Donc c'est pas seulement un entretien destiné au plus grand public pour sa culture, je crois que c'est important aussi pour ceux qui luttent dans le cadre de combats locaux, de se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qu'il y a eu des moments de hausse, des moments où le prolétariat a pu obtenir certaines choses, qu'il y a eu des moments de dépression d'ailleurs, qui étaient liés à la dépression économique, où là effectivement il était difficile de pouvoir revendiquer beaucoup de choses, mais enfin que donc il ne faut pas perdre l'espoir. Alors ici, c'est moi qui parle en tant qu'historien militant, mais enfin je crois que s'il y a une morale, même si en histoire on ne fait pas de morale, s'il y a une morale à retenir de tout cela, c'est quand même qu'il faut garder l'espoir, mais qu'il y a une volonté propre des individus eux-mêmes à s'engager. Je crois que moi, comme enseignant en particulier, j'essaye de faire prendre conscience à mes étudiants, lors de sujets qui ne sont pas choisis au hasard, de la nécessité de tout homme d'avoir une action lorsque l'on est adulte, une fois qu'on est dans la vie active, et que, je veux dire, rien ne va tomber comme ça de positif sur nos têtes, que bon, il faut se battre, oui. Et c'est Victor Hugo qui disait, je crois que c'était dans les châtiments, les contemplations, je crois que c'est dans les châtiments, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Très bien. Merci beaucoup, Francine. Merci. Et alors, si dans l'avenir, tu avais encore un autre sujet aussi passionnant que celui-ci, dans les mois ou les années qui viennent, en tout cas, tu es bienvenue, et je crois que celles et ceux qui nous écoutent en tireront le plus grand profit. Merci beaucoup. Merci à toi.